Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve et oui à quelques heures du pay-per-view Extreme 2020. Et la question que... Alors que bien évidemment la police est en train de me chercher, mais ça vous avez l'habitude. Et donc la question que tout le monde se pose, c'est oui, c'est l'heure de Fantasy Booking. Alors qu'est-ce que Fantasy Booking? Fantasy Booking, c'est une émission où on va arrêter de réfléchir finalement comme la WWE voudrait qu'on réfléchisse, mais on va essayer d'imaginer le scénario de ce qui va se passer pour le pay-per-view. Voilà, c'est aussi simple que ça. Vous partez de votre idée, de votre petit cerveau, et vous tentez d'imaginer. En plus, il y aura de quoi faire pour Extreme, puisque vous le savez, il va y avoir des matchs à thème, des matchs d'ailleurs qui n'ont jamais été inventés. Il y aura d'ailleurs un match à enjeu quand même important, un match scénarisé, un match avec deux filles, deux copines qui vont... Une va essayer de récupérer la ceinture et l'autre va essayer de la conserver. Et puis il y aura un match avec un bar, justement, on va en parler de ça, on va voir justement comment les choses peuvent être mises en place, comment le rendre attractif. Et au final, bien évidemment, on parlera aussi du titre de la WWE avec ce thème qui dit « Je ne crois pas du tout en la victoire de Dolph Ziggler ». Voilà, la Crack CD a fait un petit post sur Facebook. Il est très sensé, il est très vrai. Et honnêtement, il n'y a rien à dire dans ce qu'a dit Crack CD. De mon point de vue, il y a des choses à dire par rapport à ça. Bon, allez, on va commencer directement. Alors, on va commencer bien sûr avec la carte. Comme ça, à la limite, ça sera déjà fait. Vous allez avoir, donc, comme je l'ai dit, eh bien, en plus des matchs que je vous proposerai, donc Apollo Crew qui fera face à MVP. Les New Day qui feront face à Shinsuke Nakamura et à Cesaro. Ça sera dans un tables match. Et là, on va s'intéresser, bien évidemment, aux matchs qui vont venir. Vous aurez les matchs féminins, comme je l'ai expliqué. Asuka qui fera donc face à Sasha Banks, ça sera pour le titre féminin de Raw. Bayley qui fera face à Nikki Cross, ça sera pour le titre féminin de SmackDown. Je vais vous expliquer dans ce truc-là pourquoi on aurait pu faire largement mieux. En fait, je vais reprendre la rivalité et je vais l'éclater littéralement. Voilà, avec un truc plus grandiose. Ensuite, Drew McIntyre et Dolph Ziggler, eh bien, je vais vous expliquer pourquoi Dolph Ziggler n'est pas crédible en tant que champion de la WWE et en tant que challenger. Enfin, on va continuer avec Sheamus et Jeff Hardy et Braun Strowman contre Bray Wyatt. Ça sera tout simplement eh bien, un match plutôt scénarisé. On va essayer de voir comment justement les choses doivent être extraordinaires. Et enfin, Rey Mysterio, Seth Rollins, eh bien, Eye for the Eyes. Eh bien, je vais essayer de vous dire comment les choses pourraient avoir lieu. Voilà, c'est ça Fantasy Booking. Fantasy Booking, l'objectif n'est pas de vous... Voilà, le but c'est d'inventer. Voilà, c'est de l'inventivité. Vous partez sur un truc et vous partez sur ça. Voilà, allez, c'est aussi simple que ça. Bon, allez, on va commencer directement avec la première, finalement, on va pas parler de tout, mais de Asuka, Sasha Banks, Bayley, Nikki Cross. On va dire qu'ils ont fait, a priori, une rivalité intra-brands, puisque les deux lutteuses qui sont championnes féminines par équipe de la WWE, eh bien, vont avoir la possibilité d'avoir un match individuel. Et donc, finalement, pourquoi cette rivalité, elle manque de saveur? Pourquoi cette rivalité n'est pas bonne? Elle n'est pas bonne pour plusieurs raisons. La première, c'est que cette rivalité aurait part sur un truc très simple. C'est qu'on a voulu teaser WWE Raw. En fait, Sasha et Bayley ne sont pas là championnes féminines par équipe de la WWE dans le sens de vouloir aider SmackDown, puisqu'ils sont déjà dans le show de SmackDown. C'est de prendre ces deux lutteuses qui, face à un show qui manque de Charlotte Flair, blessée, Becky Lynch, congé maternité, eh bien on s'est dit, on peut pas faire confiance à Nia Jax, Liv Morgan est trop jeune, j'ai déjà expliqué tout ça. Eh bien on a pris ces deux lutteuses, on les a mises du côté de Raw pour essayer de les faire patienter. Et il est pratique d'ailleurs que Sasha Banks remporte la ceinture que pour cette raison-là. Peut-être que Sasha aujourd'hui, eh bien parce que même si ça énerve certaines lutteuses et certains fans de la WWE, la réalité aujourd'hui, c'est que les fans de catch, eh bien s'identifient beaucoup plus, en bien ou en mal encore une fois, s'identifient beaucoup plus aujourd'hui à des lutteuses comme Sasha, comme Bayley, comme Charlotte, comme Becky. Ça énerve, ça frustre, parce que sans doute que certains voient un avantage, mais en réalité, je suis désolé, Nia, Asuka c'est encore possible, mais Asuka, Kairi Sane, Liv Morgan, et
et consorts, Ruby Riott, sont des lutteuses qui vont réussir sans doute dans l'avenir. Mais dans la réalité, la seule qui aurait pu changer ce système-là, c'est Alexa Bliss. Alexa, aujourd'hui, la réalité, elle est là. Alexa, c'est une lutteuse qui a été la première d'ailleurs championne féminine de Raw et de SmackDown. Elle a la crédibilité. Malheureusement, on le voit. Avec ça, c'est compliqué. Je ne sais pas pourquoi elle ne lutte pas. Est-ce que c'est un problème physique? Est-ce que c'est un problème par rapport à ça? Je ne sais pas. En tout cas, ce qui est certain, c'est que la réalité concrètement, c'est que la WWE n'opte pas pour elle. Est-ce que c'est parce qu'elle est diminuée? En tout cas, on sait tous que la Alexa Bliss n'est pas vraiment à 100%. Voilà. Et justement, je vais en parler par rapport à ça. Pourquoi cette rivalité, concrètement, elle n'a pas tenu? Je sais pourquoi. Alors, parce que c'est pas forcément l'idée de mettre Sasha et Bayley à Raw. Sur le principe, c'est un peu donner du travail en plus aux deux filles. Et c'est un bon moyen aussi de leur montrer aux filles la confiance. Mais la réalité, pourquoi ça a été fait comme ça? Tu veux que Sasha et Asuka s'affrontent. Et tu souhaites que Asuka et Sasha s'affrontent pour finalement faire que Sasha est un big name, contrairement à ce qu'on pourrait penser. Et que même si je l'appelle la mascotte, je la dis pas par plaisir, je le dis parce que c'est une mascotte, parce que pour moi, elle n'a rien. Mais elle obtient un match de championnat. Pourquoi? Parce que aujourd'hui, dans le roster de Raw, la réalité c'est qu'il n'y a personne pour succéder à Charlotte et Becky. Voilà, ça va commencer par là. Mais ça n'empêche pas que tu dois aussi construire quelque chose de manière précise. Je rappelle le but d'une storyline. Une storyline doit être, tu dois mettre plusieurs briques et au bout d'un moment, quand tu as fait toutes tes briques, tu crées un mur. Et bien finalement, c'est pourquoi ça s'est pas bien fait. Parce que malheureusement, les luttes, en fait, les officiels de la WWE ont oublié, à regret, ont oublié que à un moment donné, il y avait une personne qui était à SmackDown qui s'appelait Nikki Cross. C'est couillu l'idée de mettre Nikki Cross en tant que challengeuse. C'est même plutôt une très bonne idée. Mais au final, comment dire, tu te fourvoies à toi-même. Je m'explique. Tu veux faire que Nikki Cross et Nikki Cross soient challengeuses. Nikki Cross, c'est quoi? C'est une petite, gentille, mais qui, au final, n'a jamais eu vraiment de match pour le titre. Elle n'a jamais eu. Elle n'a jamais. C'est la première fois qu'elle tourne autour du titre. Et à côté d'elle, tu as Alexa Bliss. 3 points très importants. En plus, le quatrième, Sasha et Bayley, on va dire, et Sasha a été relancé grâce à Nikki Cross. Aujourd'hui, qui parle de la dissolution des Boss and Hugs Connection? Personne, puisque Sasha a obtenu une ceinture et elle peut obtenir une autre ceinture. Moi, ce que j'aurais fait, je vous le dis clairement, tu veux y jouer le jeu à fond? Jouons-le à fond. Nikki Cross, Asuka. Kairi Sane, elle n'était pas à 100%. À la limite, moi, ce que j'aurais fait, j'aurais mis... Alors, je sais que, pour information, on dit que Kairi Sane est en instant de départ, donc c'est un peu lui donner quelque chose. Sans doute. Sauf que la petite Nikki, on l'a carrément oubliée dans cette rivalité. Asuka était présente parce qu'elle était là. Mais pour ce qui s'agit de Sasha et Bayley, au final, eh ben, elles ont tenu leur rang de challenge de ce qu'elles devaient faire au détriment de Nikki. Moi, j'aurais fait un truc très simple. Tu veux, à la limite, Asuka, eh bien, est une lutteuse qui aurait dû être aidée par Nikki Cross. En disant, voilà, les officiels auraient pu dire, de manière un peu déguisée, écoute, ils l'ont fait d'ailleurs à SmackDown. À un moment donné, comme Sasha et Bayley peuvent se balader à Raw et à SmackDown, moi ce que je propose, c'est que, du côté de SmackDown, Nikki Cross se pointe, s'oblige, se fait venir. Et à ce moment-là, moi j'aurais joué sur la confiance de Nikki Cross. Ce qui s'est passé à SmackDown, vous savez, en coulisses, est très intéressante. Quand elle dit « j'ai perdu la confiance », c'est exactement ce qui aurait dû se passer. Elle aurait dû jouer sur cette confiance. Et avec une Alexa, moi j'aurais fait une Alexa qui aurait dit attends. J'ai une question à te poser. Qui croyait que j'allais être championne féminine de SmackDown il y a quelques années? Elle fait personne. Personne ne croyait que j'allais être championne féminine de SmackDown. Peut-être toi, bon je te connaissais pas, mais personne.
Qui pensait, ne serait-ce qu'une seconde, que je serais la petite Little Miss Bliss qui allait devenir ce que je suis aujourd'hui? Personne. Donc tu vas arrêter, tu lui mets une patate dans une claque, c'est violent comme ça, et tu lui dis t'arrêtes tes conneries, t'arrêtes de te comporter comme ça, t'as des potes écossais, t'as des amis écossais qui te regardent, tu vas arrêter de te comporter comme une meuf qui ne sert à rien, machin, etc. etc. Et au bout d'un moment, eh bien, tu fais ça comment? Tu fais ça par des défaites. La défaite contre Sacha ou Bailey, merci les motos, c'est vraiment sympa de passer en même temps. Euh, Tu passes avec notamment la défaite contre Sacha à SmackDown. Tu fais cette défaite pour les titres féminins par équipe de la WWE le lundi à Raw. Et finalement, eh bien, Asuka aurait pas été, voilà, avec une défaite. Et au final, eh bien, on aurait eu 2 défaites, le doute, la possibilité de se dire, parce que c'est aussi nous qui se posons cette question, est-ce que Nikki n'a pas la marche qui est trop haute aujourd'hui? Et elle aurait été une sorte d'ultimate underdog, parce qu'on se dit, ouais, Nikki, c'est mauvais. Alors oui, les storylines, tout ce que tu veux, c'est du booking, oui. Mais justement, nous, en fait, le truc, c'est que aujourd'hui, nous, on est convaincus. Pas parce que c'est Nikki qui nous convainc. On est convaincus que Nikki ne sera pas championne. Et si elle n'est pas championne, pourquoi? Et si elle l'est, ça ne sera pas aussi fort que ça pourrait être donné. Le fait que tu la... Prenons Daniel Bryan. Quand Daniel Bryan devient champion de la WWE contre Triple H, après abattant Triple H et Randy Orton, en fait, qu'est-ce qui se passe? Tu vois un mec, tout petit, tout ce que tu veux. Et là, tu pars de ça. Même tu pouvais aller sur ça, dire, mais regarde-nous, regarde-toi. T'es enveloppé, t'as un physique. Voilà, joue sur le slut shaming à la limite. Mais à la limite, voilà. Mais après, on va dire, oui, mais c'est pas bien le slut shaming. Oui, mais si au final, la petite, on va dire, qui perd des matchs, tout ce que tu veux, avec une Alexa qui finalement est la beauté, hein, est quand même plus, sans manquer de respect, hein, plus belle et tout, lui disent, voilà, t'es belle, t'es tout ce que tu veux, elle gagne. Bon, au final, ça passe. Voilà, c'est tout. C'est aussi simple que ça. Après, pour Asuka Sacha, moi j'aurais fait un. Le problème c'est que c'était un peu effiloché, mais moi j'aurais peut-être mis plus du Bailey. En fait, Bailey a un peu trop parlé en fait. Je pense que Sacha, à la limite, aurait dû parler plus que ça. Voilà. On va passer maintenant à Drew McIntyre contre Dolph Ziggler. Alors, Drew McIntyre, Dolph Ziggler, c'est. Alors, vous savez, c'est là qu'on voit les. Comment dire ça? La démonstration que tu n'as pas d'idée. Je vous explique. On décide, parce que pour X ou Y raison, on décide de dire, eh ben écoute mon gars, tu vas... je suis en train de chercher le long petite chose de... voilà, c'est ça. C'est une petite discussion de Crack City, voilà. Crack City qui dit... Opinion, Dolph Ziggler un vrai mystère. Cela fait 11 ans que Dolph bosse pour la WWE, n'a jamais atteint les listes. Pourquoi? C'est une question. Jugé trop maigre de son franc-parler. Et une personne qui n'a pas peur de dire les choses, car il sait qu'il est bon et que par son expérience et son talent qui ne manquera pas. Oui, ok. Je ne vais pas maintenant augmenter, pusher. Allez, tu fais quand même. Malgré cela, son push s'est terminé après avoir remporté des titres mineurs. Il n'a jamais soulevé le titre majeur de la compagnie, c'est le titre de champion du monde poids lourd de la WWE. Il s'est rôle de jobber de luxe comme Cesaro, se faisant monter. En dimanche avec lui sera à la fois un joker, voilà c'est ça. Il va se contenter de faire monter un peu plus Drew McIntyre vers le sommet. Ce match est pour le titre. Je suis presque sûr que le titre ne changera pas demain et que Dolph partira sans rien et continuera à être un B+ guy, un véritable gâchis. Alors, dans ce que dit Crack City, il y a une part de vérité. Il y a une part de vérité parce que ce que dit Crack City n'est pas déconnant en soi. Quand il dit que finalement c'est un talent qui n'a jamais pu percer. Et c'est à l'image de cette rivalité concrètement. Aujourd'hui, cette rivalité entre Drew McIntyre et Dolph Ziggler, eh bien, on essaye de nous faire tenir en haleine cette rivalité. On essaie de nous faire croire que cette rivalité, il y a un truc qui va se passer. Mais le problème, c'est que, je vais vous dire une chose. Une stipulation, quand tu rajoutes, vous savez, quand vous saupoudrez de quelque chose, quand vous faites ça et que vous saupoudrez de quelque chose
pour finalement, eh bien, rendre une rivalité intéressante, c'est qu'elle est inintéressante. La réalité, elle est là. Et ça part bien en plus. L'idée de dire, bah moi, je suis Dolph Ziggler, je t'ai ramené de Honsezu, et moi aujourd'hui, en plus la WWE a racheté la Evolve, donc finalement ils pouvaient dire, je t'ai ramené de fédérations complètement méconnues, où tu faisais, même en parlant d'avant, je t'ai fait devenir ce que tu es aujourd'hui, et tu m'as jamais dit merci. D'ailleurs, il le dit à un moment donné, il le dit je crois la semaine dernière. Et au final, ah il le dit cette semaine, pardon. Bah au final, pourquoi n'avoir pas appuyé sur ça? Pourquoi n'avoir pas... Alors certes, il y a eu le retour de Heath Slater, mais au final, ça n'a pas d'impact, parce que Heath Slater, c'est le Free MB. Alors Jinder Mahal était blessé. Moi, ce que j'aurais fait, pour pouvoir rendre ça plus attrayant, tu veux faire une stipulation annoncée, blablabla. Moi, ce que j'aurais fait, c'est qu'à la limite, Dolph Ziggler, déjà... En fait, je l'aurais déjà over-pushé, pour le rendre intéressant. Je rappelle que Dolph Ziggler a perdu contre Otis, je crois, a gagné un match avec Tucker, le reste, il n'a fait que des défaites. Comment tu peux le rendre crédible? Il n'a jamais gagné. Et pour information, il perd contre Otis avec un low blow de Mandy Rose. Tu peux pas aujourd'hui considérer que Dolphy n'est pas celui qui était il y a quelques années quand il était avec Drew McIntyre. Parce qu'en réalité, si Drew McIntyre était crédible, aujourd'hui, parce qu'il a obtenu des titres, parce qu'il est monté en puissance durant les années, Dolph, au moment où il récupère Drew McIntyre et qu'il remporte le titre par équipe avec lui, il a fait qu'une descente. Il s'est écroulé tout le temps. Il n'a jamais eu de titre mineur, il n'a jamais... Moi, ce que j'aurais fait, à la limite, tu sais que tu veux le drafter. Alors ça, c'est un petit peu prématuré, parce que je crois que c'était parce que AJ voulait aller du côté de SmackDown. Moi, ce que j'aurais fait, de manière un peu logique, de manière à montrer quelque chose. Tu veux mettre de la crédibilité par rapport à une stipulation de je ne sais quoi, de je ne sais où. Eh bien, tu sais ce que tu fais? Eh bien, tu pars sur le principe de la destruction. Je m'explique. Drew McIntyre a détruit Dolph Ziggler dans sa manière d'être. Avant, c'était un garçon lumineux qui faisait des choses de fou. Et aujourd'hui, il n'est plus l'ombre que de lui-même. Voilà. Aujourd'hui, la WWE peut jouer sur ça. Déjà, le fait qu'il ait perdu contre Mandy Rose, le fait qu'il ait perdu contre un tel, le fait qu'il ait perdu contre un tel. Et il dit pourquoi ça a commencé, c'est à cause de toi. En fait, c'est à cause de toi parce que tu m'as pris ce que je voulais. Et à partir du moment où il dit, tu me dois donner un match pour le titre, il lui dit, tu sais ce que je fais? Moi, je vais jouer, moi, je vais faire mieux que ça. Je vais tout jouer aujourd'hui. Je joue ma carrière à la WWE contre le titre de la WWE. Là, tout le monde se serait dit, putain, il est sérieux, quoi. Et au final, il aurait peut-être perdu. Et à la fin, au moment où ils se font un gros câlin, low blow de Dolph Ziggler qui lui fait, tu pensais vraiment que j'allais te perdre ma carrière, t'es fou ou quoi? Voilà ce que j'aurais fait. J'aurais fait un truc avec un enjeu suffisamment fort. Une stipulation, on s'en bat les couilles. Je veux dire, on parle d'un TLC match. Alors, sans doute que ça va être un match intéressant à observer, à regarder, à analyser. Parce que sans conteste, ce match va être très bien. Mais si tu as... On va dire, la stipulation, ça met la pression. Parce que s'ils te mettent... Oh bah je propose un no rose board match. Ok. Je te propose un match strength match. On s'en fout. Tu veux un truc que tu auras du jamais vu, tu fais du teasing. Tease déjà la rivalité. Ne tease pas un truc comme ça. Parce que clairement, c'était pas terrible. Voilà. On va passer à Rey Mysterio contre Seth Rollins. Alors, l'idée du Eye for the Eye match. Alors, c'est sans doute la rivalité la mieux construite. Donc, je ne vais pas vraiment essayer de jouer dessus. Seth Rollins, ça fait du bon boulot. Pas mal Dominique aussi. Hein. Franchement, très très intéressant. Mais j'ai envie de parler un peu du match. Ou plutôt de ce qui va se passer après. Parce que ce qui va se passer pendant, on s'en fout un peu. Est-ce que Dominique va trahir son papa? Alors, je suis partagé. Je pense qu'il peut le trahir. Parce que ça permettrait notamment de créer le heel turn. Mais après, il y a eu la disparition d'Austin Theory. Peut-être qu'on peut imaginer Murphy et Dominique. Et qu'au final, eh bien, ce soit, vous savez, le père qui se fasse détruire par le fils. Ce serait un geste très fort pour nous les fans de voir un père se faire détruire par son propre fils. Bon, je trouverais ça très fort.
En tout cas, moi, dans mon point de vue, ça serait très fort. Après, si Austin Theory est toujours là, ça va faire 3 personnes. 3 personnes, ça commence à faire beaucoup. Alors ça, tu peux faire un clan, mais Dominique, il est très jeune. Dominique, il a besoin d'évoluer. Il n'a jamais mis un pied sur un match. Il n'a jamais fait un match de sa vie. Il a besoin de se faire évoluer. Et je me pose une question. Est-ce que c'est une bonne idée de le faire le turn aujourd'hui? Je pense que... Alors après, on m'a dit oui, Rey Mysterio, voilà, c'est sans doute son dernier match parce qu'il a plus de contrat et tout ce que tu veux. Oui, mais je suis perplexe dans le sens où à 3, après bon, Dominique va porter du spotlight de fou et le mec, voilà, comme ça sera très fort. Mais le truc c'est que moi ce que je ferais pour ce match, je ferais une idée totalement bête, c'est que Dominique, alors si Dominique trahit c'est facile, il y a une autoroute mais limite donnée. À la limite Dominique, Seth Rollins comme un espèce de bourreau lui dit écoute, je vais mettre ton œil dessus. Mais je me dis, ça serait quand même très fort. À partir de là, moi je ferais un truc encore plus pervers. Vous allez comprendre. Rey Mysterio perd son match. Non, attends, mieux que ça. Nous sommes en train de faire... Rey Mysterio perd son match. Ou gagne son match, voilà, gagne son match. Mais en contrepartie, Seth Rollins, il veut pas perdre son œil, c'est normal. Et là, Dominique, et là à ce moment-là, tu as la team donc, qui commence à attraper donc, Murphy, Austin Theory, qui commence à attraper Dominique. Et Dominique lui dit, il le regarde comme ça, il lui fait. Et là, tu as Seth Rollins qui lui fait, non, 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 non. Tu sais quoi? Et là, il se fait une attaque. Et là, il lui dit, mets ton œil. Et en fait, ils lui font un auto-sacrifice. C'est-à-dire que Seth Rollins, en fait, il prend Dominique dans cette situation-là et lui dit, si tu ne le fais pas, je ferai ça à ton fils. Malgré la victoire de Rey Mysterio qui supposait nous donner avec Seth Rollins, au final, Seth Rollins retourne le truc contre lui pour faire ce qu'on appelle Don't Make Me the Sacrifice. Ce qui est une idée. Là, à ce moment-là, au moment où il y a ça, et la trahison de Dominique qui revient au jour, parce que Dominique, à partir de là, au moment où il est au sol, eh bien, Rey Mysterio est comme ça, il est complètement aveugle, et à partir de là, Dominique, il regarde, et là, il ne voit pas Seth Rollins et Dominique. Il voit juste les larmes de sa maman, par exemple, de la femme de Rey Mysterio, avec Seth Rollins qui est en train de prendre. Et c'est une image tellement forte, parce que ça voudrait dire que le père est aveugle, parce qu'il ne voit même pas la trahison de son fils devant lui. Mais nous, on le voit. En fait, nous, on voit par les yeux perdus de Rey Mysterio. Ça serait tellement fort. Parce que après, pour ce qu'il s'agit de... Et malgré tout, il a gagné. Cette victoire, finalement, elle est tellement amère qu'au final, c'est lui qui a tout perdu. Vous voyez ce que je veux dire? Après, pour ce qui s'agit du reste, une victoire de Rey Mysterio avec un œil perdu de Seth Rollins, je trouve ça kitsch. Je trouve ça kitsch parce que je trouverais ça sans vrais intérêts. Ce sera peut-être plutôt intéressant, mais bon, moi, je suis pas convaincu. Je suis pas convaincu par l'idée, je suis pas convaincu par ce qui pourrait arriver. Voilà. Et donc on va terminer avec, bien évidemment, les deux gros. Alors Sheamus contre Jeff Hardy. Bah moi en fait ce que j'aimerais, c'est qu'on... Alors je sais pas si... On m'a dit que ce match allait avoir lieu, mais Sheamus contre Jeff Hardy, j'aimerais bien un truc. C'est qu'on joue beaucoup sur la dépendance de Jeff. C'est-à-dire, pas forcément lui balancer du truc dans la gueule, mais par exemple, l'attacher, lui faire boire peut-être de l'alcool, quitte à revenir sur des moments de rivalité. La voiture, toutes ces petites choses qui pourraient arriver, qui peut être sympa. Après, il n'y a pas grand-chose à dire de plus, ça va être beaucoup violent, mais voilà, par rapport à ça. Après le Bartford match, pour moi, ça peut être sympa. Par contre, Braun Strowman contre Bray Wyatt, et forcément, on va en parler maintenant, ça va être sans doute le moment intéressant, le Wyatt Swamp Fight match. Alors, qu'est-ce que j'attends de ce moment? C'est la deuxième fois que Bray Wyatt va avoir la possibilité de mettre en scène ce qu'il va faire, en tant que le film, bien évidemment. Moi, je pense... Alors, il y a une phrase
de, de Braun Strowman qui pour moi est intéressante. Il a dit je ne veux pas être le Fiend. Et bien justement, jouons sur ça. Jouons pour ainsi dire sur ça, mais d'une puissance intersidérale. C'est-à-dire que en fait, Braun Strowman arrive dans le marais, qu'il a toujours connu, et à partir de là, eh bien, Bray Wyatt doit tordre l'esprit en faisant prendre son conscience à Braun Strowman qu'il est en fait le Fiend. Pour la faire courte, admettons, il est en train de se promener, et là il voit par exemple, alors je sais qu'on va pas pouvoir le mettre, mais par exemple, Eric Rowan, Luke Harper. Alors je sais que Luke Harper c'est compliqué parce que Luke Harper, mais par exemple, on peut jouer un peu sur ça, vous savez, ce qu'a fait John Cena, vous savez, où il ne voulait jamais passer à l'acte, eh bien Braun Strowman est déjà passé à l'acte. Par contre, ce qu'il peut faire, eh bien, c'est s'avancer et voir des hallucinations. Par exemple, on peut imaginer voir Bray Wyatt tenir un enfant qui serait Braun Strowman. Le faire grandir, le faire avancer. On aurait des flashbacks de qu'est-ce qui pourrait se passer. Ensuite, on pourrait imaginer aussi un truc totalement dingue, mais à un moment donné, Braun Strowman qui dit Daddy. Ce serait tellement fort le Daddy. Et au fil du temps, eh bien, il avance et tu te rends compte, il retrouve, entre guillemets, il y a le masque de mouton et Bray Wyatt broie l'esprit de Braun Strowman au fur et à mesure. C'est-à-dire que tu le vois même en train de, avec les vêtements qu'il portait à l'époque. Et tu sens, même d'ailleurs un truc tout con, mais tu sens qu'il perd de plus en plus de force. C'est-à-dire qu'en fait, Braun Strowman n'est pas fort. En fait, il est fort grâce à Bray Wyatt. En fait, on lui retire petit à petit ce qu'il est. Et puis, il se retrouve à deux chemins. Voilà. Et là, il a deux chemins. Et quitte à aussi à rendre Bray Wyatt le meilleur man player de tous les temps. Dans le sens où il va se retrouver face à Braun Strowman dans une situation où il est complètement à l'ouest. Braun Strowman, il sait même plus comment il s'appelle, il sait plus ce qu'il est. Sauf que, moi j'ai une idée, c'est qu'il aura deux chemins. À ce moment-là, il se retrouve sur deux chemins. Le chemin où il décide de partir, ou simplement de retourner là où il était, où il prend la décision de retourner vers Bray Wyatt, avec justement nous la possibilité de comprendre la possibilité de tout ça. Sauf qu'en réalité, Braun Strowman, il prend un troisième chemin, puisqu'il retourne la situation et il dit non, je vais pas prendre les deux chemins, je vais aller autre part. Il décide de faire le rebelle. Et en se retournant, il voit le Fiend. Il voit le Fiend, il le regarde, le Fiend et lui s'observent, et à partir de là, Braun Strowman fait un sursaut, il a peur, il prend un chemin au pif, et à partir de là, rideau fini. On entend juste un cri, le cri de Braun Strowman, et on ne sait pas ce qui s'est passé. Sauf que là, à SmackDown, ce qui va se passer, c'est que à WWE SmackDown, Braun Strowman arrive complètement désorienté, complètement perdu. Et là, tout le monde est en train de se dire, qu'est-ce qu'il a? Il erre comme une âme en peine, etc. Et à ce moment précis, Alexa Bliss le voit, lui dit, ça va, Braun? Et là, le réaction s'est fait. Et à partir de là, il est complètement à l'ouest. Il est complètement à l'ouest. Et en fait, on se rend compte qu'en fait, Braun Strowman est en train de devenir le Fiend. Et là, tu crées une rivalité tellement forte qu'en fait, Braun Strowman et le Fiend, alors, pas la même personne, mais ont le même état d'esprit. Et ça serait quand même assez fort. Voilà. Voilà un petit peu ce que j'avais comme idée, pour ainsi dire. Alors, je sais que c'est un peu décousu. Il y a certains qui vont me dire, ouais, c'est un peu décousu tout ce que tu dis. C'est vrai. En tout cas, merci à vous tous d'avoir suivi l'émission. Portez-vous bien. Et je vous dis à très vite. Dites-moi ce que vous avez pensé de mes idées. Je vous retrouve bien sûr très rapidement pour un nouvel épisode de Fantasy Booking. Ciao les amis!